Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série sur TensorFlow 2.0. Donc dans la dernière vidéo, on a vu comment fonctionnait le mode Eager et la différence avec le mode Eager et le mode graph et pourquoi le mode graph était intéressant. Donc là, on va pousser un peu plus loin l'utilisation du mode graph et on va voir comment est-ce que l'on peut l'utiliser dans le cadre d'un entraînement qu'on ferait de manière personnalisée. Donc jusqu'à présent, on utilisait pour pouvoir faire l'entraînement le modèle.site qui nous permet d'automatiquement entraîner tout notre modèle et ça nous faisait une pipeline qui était déjà faite automatiquement pour pouvoir entraîner le modèle. Donc c'était plutôt intéressant, mais finalement cette pipeline on peut pas trop la customiser, on peut faire quelques ajustements dessus, mais si on veut, on a envie déjà de pousser les choses plus loin à la fois sur l'optimisation, donc utiliser le graphe au lieu d'un simple modèle qui s'entraîne, enfin d'utiliser bien le mode graph correctement pour entraîner le modèle, ce qui fera en sorte que le modèle s'entraîne plus rapidement. Et si on veut également personnaliser notre entraînement pour faire en sorte de l'entraîner réellement comme on a envie, et ben le mode fit peut des fois être un peu limité. Donc là on va voir comment est-ce qu'on peut entraîner nous-mêmes en fait le modèle. Et donc là pour ça on va descendre sur des opérations un tout petit peu plus bas niveau qui utiliseront également le mode graph pour pouvoir entraîner le modèle. Donc là on va commencer par importer donc TensorFlow et NumPy. On vérifie qu'on utilise toujours bien la version 2.0 de TensorFlow. Et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va donc créer un simple modèle donc de type séquence dans lequel on va ajouter nos opérations. Donc là pour le moment on va utiliser deux sorties, on a seulement deux neurones en sortie, donc on va faire la prédiction de seulement deux classes, donc ça ce sera un modèle vraiment super simple. Donc il y a seulement deux classes en sortie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par définir mon erreur. Donc l'erreur que je vais utiliser elle va être assez simple. C'est que pour le moment je vais utiliser simplement sparse categorical cross entropy. Donc jusqu'à présent, on a déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo sur laquelle j'expliquais comment fonctionne sparse categorical cross entropy. Donc là, c'est simplement un objet que je définis, que je vais pouvoir réutiliser plus tard pour pouvoir calculer mon erreur. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Là, je définis l'optimizer que je vais utiliser. Donc c'est l'optimizer qui nous permettra de modifier les poids de notre modèle pour pouvoir faire en sorte de réduire l'erreur. L'erreur qui sera calculée donc par sparse categorical cross entropy. Et ensuite, ici, je vais utiliser ce qu'on appelle un accumulateur. Donc cet accumulateur, je le définis de cette manière, tf-keras metric.min. Et donc cet accumulateur-là, il va me permettre de pouvoir traquer l'évolution de mon erreur. Donc à chaque fois que j'appellerai cet accumulateur-là, je vais lui donner en fait la valeur de l'erreur actuelle. Et grâce à l'erreur que je vais lui donner, qui sera l'erreur actuelle, eh ben, il va ajouter en fait cette erreur-là à un groupe d'erreurs, donc les erreurs précédentes, et il va calculer automatiquement la moyenne de son côté, et dès que je vais lui demander la moyenne actuelle, il va me la donner. Et après, je vais pouvoir par exemple vider les données qu'il y a à l'intérieur ou simplement les garder. Donc ça, c'est pour mon accumulateur, ce sera simplement pour traquer en fait l'évolution de mon modèle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais définir une fonction d'entraînement. Donc là, pour le moment, je ne vais même pas définir l'opération d'entraînement sous forme de graphe, je vais simplement la définir de cette manière. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire une prédiction à partir des images et des targets qu'ils vont me donner. Donc là, ce ne sera pas réellement des images qu'on va lui donner, là c'était plus pour l'exemple. Ça pourrait être des images comme ça pourrait être autre chose, là ça sera simplement des vecteurs qu'on va lui donner. Et il y aura donc des targets, et donc les targets ce sera soit 0 soit 1, parce qu'ici on a deux classes en sortie de notre modèle, on a défini seulement deux sorties. Donc ce sera donc des targets qui sont soit 0 soit 1. Et donc là pour le moment je vais également simplement définir l'erreur. Donc là mon modèle il fait une prédiction, et donc là je vais récupérer l'erreur qui a été faite sur ces prédictions en appelant donc cross entropy pour faire donc calculer l'erreur en fonction des targets, donc des valeurs qui étaient attendues et de la prédiction que mon modèle a fait. Et donc là ce que je vais faire pour le moment c'est que je vais simplement afficher mon erreur. Donc là j'affiche mon erreur et là je vais l'afficher comme ça. Donc là pour le moment rien ne s'affiche parce que je n'ai pas utilisé ma fonction d'entraînement. Donc maintenant je vais l'utiliser. Donc là je vais simplement définir, donc là ce sera l'époque, donc pour le moment on n'en fait qu'une et on fait qu'une seule période d'entraînement. Donc là je vais générer en fait de fausses données. Alors pourquoi je génère de fausses données? Pourquoi je n'utilise pas une dataset directement? En fait le but de générer des fausses données, c'est une bonne pratique généralement à prendre quand vous avez défini un modèle. Alors si vous avez défini un modèle super simple, vous savez qu'il va fonctionner, il n'y a pas forcément de raison à générer de fausses données, mais en fait c'est une bonne pratique à prendre. Donc là je le fais en fait pas pour l'exemple, mais en fait c'est une bonne pratique à prendre généralement quand vous définissez des modèles qui sont assez complexes, de pouvoir définir des données en fait qui soient fausses en fait en entrée.
le fait de définir de fausses données en entrée, en fait vous allez définir des données en fait en entrée qui sont facilement séparables et qui ne sont pas absolument pas complexes. Et le fait d'avoir des données absolument pas complexes en fait en entrée, ça fait que vous allez pas vraiment vous soucier de la complexité du problème à résoudre, mais vous allez simplement vous soucier, est-ce que le modèle que j'ai défini fonctionne correctement, est-ce qu'il a l'air de fonctionner correctement sur un problème qui n'est pas du tout compliqué à résoudre. Et parce que le problème n'est pas compliqué à résoudre, votre modèle va instantanément converger et vous pourrez ainsi simplement voir si tout fonctionne bien. Et donc là, c'est pour ça que je génère de mauvaises données, juste pour cet exemple. Donc c'est en général une bonne pratique à apprendre si vous voulez être sûr que votre modèle est bien construit. Donc là, je génère en fait deux vecteurs. Donc là, deux vecteurs où chaque vecteur a 30 valeurs. Et ce que je fais, c'est que là, pour le moment, les deux vecteurs que j'ai générés ici, c'est que des zéros. Et ce que je fais, c'est que je mets en fait le premier vecteur, je mets toutes les valeurs à -1. Donc là, j'obtiens un vecteur où toutes les 30 valeurs sont à -1. Et là, j'obtiens un autre vecteur où toutes les valeurs sont à 1. Et donc en faisant ça, j'ai généré deux fausses données, deux vecteurs différents. Et donc ici, je dis que le premier vecteur où toutes les valeurs sont à -1, je dis qu'il appartient à la classe 0. Et là, toutes les valeurs où les valeurs sont à 1, ça appartient à la classe 1. Donc là, voilà, c'est vraiment des fausses données, c'est vraiment pour voir si mon modèle va bien fonctionner. Donc là maintenant je lance en fait mon entraînement. Donc en entraînement je donne donc les inputs que je viens de définir, donc mes deux vecteurs, et les targets attendus, donc 0 et 1. Donc là jusqu'à présent, donc là pas de souci. Donc là ce qui se passe c'est que ça appelle ma fonction d'entraînement. Donc là j'appelle trainSet. Donc là il n'y a pas vraiment d'entraînement qui se fait, ça appelle simplement la fonction d'entraînement. Ça fait une prédiction. Donc là vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le modèle.predict, j'ai bien utilisé le mode tensor, ça va être important pour la suite. Et maintenant, je calcule donc l'erreur et pour le moment, je l'affiche. Donc là, j'obtiens donc un tensor avec mon erreur. Donc là, maintenant, plutôt qu'afficher ici de faire un print de mon erreur, ce que je peux faire, c'est utiliser mon accumulateur pour stocker l'erreur automatiquement. Et donc là, si je stocke l'erreur ici, donc j'appelle trainLoss, ici trainLoss qui est donc mon accumulateur qui me calcule automatiquement la moyenne. Je vais ajouter donc l'erreur actuelle. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher, donc là je vais faire un print de loss et de trainLoss.result. Donc j'obtiens en fait le résultat, et quand je demande le résultat, ça va simplement me retourner donc la moyenne de toutes les erreurs que j'ai stockées à l'intérieur. Et donc là si je fais ça, ça m'affiche donc à la fin ici donc la moyenne de toutes les erreurs que j'ai mis à l'intérieur. Donc là pour le moment il n'y a qu'une seule erreur, donc ça me retourne juste la valeur, mais si j'en avais mis plusieurs, ça m'aurait affiché la moyenne. Par exemple si ici j'ajoute à trainLoss 0.5, bah si j'affiche 0.5, on va afficher même une valeur beaucoup plus petite, comme ça, hop, vous voyez que ça donne des trucs, même si je mets par exemple -100, et ben voilà, on est à -49 là, enfin ça fait la moyenne des deux valeurs. Donc voilà. Donc là maintenant, si par contre je mets un train.reset, donc après ce qui est important, c'est par exemple de mettre un reset state. Et donc en fait, le fait de mettre un reset state, ça fait vider le buffer qui est à l'intérieur. Et donc là en fait le fait de le vider, on voit que là quand j'obtiens un résultat, ça m'a donné donc la moyenne des valeurs qu'il y avait à l'intérieur, donc il n'y en avait qu'une. Et là si j'ai fait le reset state, ça va le vider. Et donc le fait de le vider, ça fait que maintenant j'ai accès, enfin il n'y a plus rien à l'intérieur, donc la moyenne par défaut, donc c'est 0. Donc voilà, donc là on a donc notre pipeline en fait qui est assez simple. On génère des données. Donc là après on pourra en mettre, répéter ça plusieurs fois en augmentant le nombre d'opérations. Mais donc je génère des données. J'appelle ma fonction d'entraînement qui fait une prédiction et qui calcule l'erreur. Et donc là déjà à ce niveau-là, cette erreur-là, en fait, tout à l'heure quand je l'ai affiché, vous avez vu que c'était un tensor. C'était un tensor ici qui était affiché. Et donc parce que c'est un tensor, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, on va pouvoir être capable de pouvoir calculer les gradients. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si c'était simplement un NumPy-array, on va pouvoir, parce que c'est un tensor, remonter toutes les opérations qui ont amené à l'erreur qui a été définie, et être capable de calculer les gradients pour pouvoir modifier les poids de notre modèle pour faire en sorte de réduire notre erreur. Et donc ça c'est important donc que la prédiction qu'on lui passe ici soit bel et bien donc un tensor. Si ici on lui avait passé un NumPy-array, et qu'on exécute ça, et ben là on va obtenir une erreur parce qu'il nous dit numpy dtyped objet à no attribute based dtype, c'est parce qu'en fait ici il s'attend à avoir un tensor. Donc là il faut effectivement que je lui passe un tensor pour que tout soit différenciable et qu'on puisse calculer les gradients pour minimiser notre erreur. Donc là c'est pour ça qu'ici c'est important qu'on ait ça. Et donc là maintenant qu'on a ça,
le but ça va être d'obtenir notre gradient. Maintenant qu'on a notre erreur, on veut obtenir notre gradient à partir de cette erreur-là qui a été définie. Et donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire donc un with tf.gradient tape, as tape. On va faire donc toutes les opérations de prédiction et d'erreur, on va le faire à l'intérieur. Et donc le fait de le faire à l'intérieur ici, donc ça va simplement en fait nous permettre ici de le faire à l'intérieur pour pouvoir capturer automatiquement s'il y a des erreurs. C'est bien de le faire donc à l'intérieur ici avec le with. Ça va capturer toutes les erreurs correctement et ça c'est mieux de le faire de cette manière-là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gradient. Hop. On va donc maintenant utiliser le tape qu'on avait défini ici. On va faire un tape.gradient sur notre loss. Et donc en fait, si on l'avait pas fait là, alors si on ne fait pas ça en fait ici, hop, si par exemple on exécute ça. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye d'obtenir le gradient à partir du loss qui a été réalisé. Donc j'obtiens en fait le gradient qui va me permettre de modifier tous mes poids. Et sur donc l'erreur actuelle, parce que je veux obtenir le gradient par rapport à mon erreur. Parce que je veux minimiser mon erreur, donc c'est par rapport à mon erreur que je le fais. C'est pour ça qu'ici je mets loss. Et donc je veux calculer les gradients, il faut dire aussi quelle variable est-ce qu'on veut calculer. On veut, sur quel poids en fait on veut modifier. Et donc là, parce qu'on a utilisé en fait un modèle ici, c'est intéressant parce qu'en fait toutes les variables toutes les variables qui sont modifiables et entraînables dans notre modèle sont automatiquement accessibles depuis model.trainableVariable. Donc ça c'est plutôt cool, c'est qu'on peut automatiquement aller lui dire en fait que toutes les variables qu'on veut optimiser, qu'on veut changer, donc tous les gradients ils sont par rapport à cette erreur là, et on veut les gradients pour chacune des variables qui sont entraînables et on peut y accéder directement ici. Et donc ça c'est la liste de toutes les variables entraînables. Donc si j'exécute ça, là il va avoir une erreur. Donc là, il va mettre tap is not defined. Donc là, il faut que je définisse tape. tf.gradient tape. Et donc là, il me dit gradient tape.gradient can only be called once non-persistent tapes. Donc là, en fait, il y a une erreur sur le fait en fait que les opérations qu'on a exécutées, on n'a pas pu capturer en fait l'évolution du gradient. Enfin, on n'a pas pu calculer en fait toutes les opérations qui ont été faites pour être en mesure d'obtenir le gradient à la fin sur les opérations qui ont été faites. Et donc pour ça, c'est pour ça qu'ici je voulais vous montrer qu'est-ce qui se passait si on mettait pas le with gradient tape. Donc là, en faisant ça, en gros, ça va nous permettre de pouvoir traquer en fait les opérations qui ont été réalisées pour pouvoir ici être capable d'obtenir le gradient par rapport à l'erreur. Donc là, on n'a plus besoin de définir ça. Et donc là, with gradient tape, donc tout ce qui va se passer là, en fait, ça va ainsi pouvoir être capturé pour pouvoir faire en sorte ensuite à ce niveau-là de pouvoir obtenir le gradient de toutes les variables, et le gradient qui nous permettra de minimiser l'erreur de notre modèle. Donc là, si je fais ça comme ça, on voit que maintenant tout fonctionne et donc là, j'obtiens donc un gradient. Donc là, je peux afficher, voir ce qu'il y a dedans. Et ce gradient-là, vous voyez que c'est plein de valeurs. Et c'est plein de valeurs en fait où chacune des valeurs, toutes ces valeurs là ça va en fait dire par exemple en fait là en fait ce poids là, enfin ça c'est un gradient qui va aller modifier une valeur spécifique d'un de nos poids et ça en fait là on voit tous les gradients qui vont nous permettre d'aller modifier nos poids. Et d'ailleurs si on peut s'amuser à aller regarder exactement donc for gradient in gradient, là je vais afficher la shape de mes gradients. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a par exemple ici un gradient où il y a 30 valeurs de 256. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a 30 valeurs de 256. Et en fait, ici on a 30 entrées et on a 256 neurones ici sur notre couche intermédiaire. Et on sait que chaque neurone est relié à toutes les entrées. Donc il y a 256 fois 30 poids, enfin fois 30 entrées. Il y a le nombre de poids en fait total pour la couche intermédiaire, le nombre de poids total, c'est 256 parce qu'il y a 256 neurones sur la couche intermédiaire, fois le nombre d'entrées, parce que chaque neurone est relié à toutes les entrées, comme on l'avait vu sur les vidéos de précédentes où j'avais expliqué comment ça fonctionnait, les réseaux de neurones. Donc on a donc bien 30 fois 256 valeurs, et donc en fait on voit que ce gradient là,
par exemple ces gradients là, c'est donc ça correspond en fait aux modifications qu'il faut faire sur chacun des poids de notre réseau pour pouvoir faire en sorte de converger et de réduire donc notre erreur et de converger vers une solution. Là, on obtient également ce gradient-là qui est donc les poids. Et donc là, on obtient un autre aussi gradient ici qui est 256, 128 et 2, qui sont donc les d'autres valeurs qui sont sur d'autres valeurs, qui sont les biais, enfin, les bias. Et en fait, ceux-là, j'ai pas forcément parlé des bias pour jusqu'à présent dans cette série parce que c'était pas forcément il fallait pas forcément en parler pour que vous compreniez, donc là je l'ai pas forcément introduit, donc potentiellement je ferai une vidéo dessus pour expliquer exactement le rôle du bias dans un modèle, mais c'était pas forcément nécessaire que je l'explique, mais ça en fait c'est les gradients donc des bias qui sont simplement des valeurs qui se rajoutent en fait sur les neurones, qui sont des valeurs additionnelles pour chacun des neurones, mais c'était pas forcément nécessaire que je l'explique jusqu'à présent. Mais là, en fait, on voit donc les gradients en fait, qui sont calculés et qui vont nous permettre de nous dire dans quelle direction est-ce qu'on doit modifier nos poids pour faire en sorte donc de réduire notre erreur. Donc ça, c'est tous nos gradients. Donc là, maintenant qu'on a nos gradients, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser notre optimizer. Et donc, à notre optimizer, on va dire apply gradient. Et donc, on va lui donner en fait un zip des gradients et des variables qui sont entraînées. Donc, en fait, on utilise un zip ici pour pouvoir relier tel gradient avec telle variable pour dire en gros tel type de variable tu vas les modifier en direction de tel gradient et donc les variables vont se modifier en direction de tel gradient. Enfin, va faire l'association automatiquement entre les gradients et les variables. Et donc là, donc voilà, là ça va aller, quand on va faire optimizer.apply gradient, ça va aller automatiquement donc modifier toutes ces variables qui sont entraînables dans notre modèle, donc qui sont les poids de notre modèle, ça va les modifier dans le but de réduire notre erreur, parce que notre gradient c'est calculé sur notre erreur. Et donc là on a une fonction d'entraînement qui est correcte. Et donc maintenant si on exécute ça, et ben donc pour le moment on a bien une fonction d'erreur ici qui s'affiche. Et donc là maintenant on peut répéter l'opération plusieurs fois, donc là on va pas le faire qu'une seule fois, ça on va faire ça 100 fois, et ici ça on va le faire 10 fois. Et donc là maintenant si j'exécute ça, et bien là on voit donc l'erreur qui diminue, on est à 0,01 en erreur, et ensuite on est directement ici à 7.41 exposant moins 5, là on est à 3.70 exposant moins 5, donc on voit en fait finalement l'erreur qui diminue de plus en plus, là on est passé carrément à exposant 0,6, donc là de toute manière la complexité du problème à résoudre était super simple, donc là on a pu résoudre en fait ça de manière vraiment, on a pu résoudre ça très rapidement. Donc là je vais simplement redémarrer et pour vous montrer juste une petite subtilité auquel il faut faire attention. Donc là je redémarre mon kernel, hop. Donc là maintenant cette fonction d'entraînement je vais l'exécuter en mode graph. Donc là ça veut dire que le mode ça va automatiquement ce code se transformer en fait en mode graph. Et donc ça c'est intéressant le fait que ça va se transformer en mode graph, c'est que ça va nous permettre donc de pouvoir entraîner le modèle beaucoup plus rapidement une fois qu'il aura été converti en graph. Donc la première fois, le premier passage dans cette fonction, ça va tout convertir en graph, ce qui va faire que ça va s'exécuter plus rapidement, l'entraînement sera plus rapide, et là c'est très important que l'entraînement soit rapide, puisque ça va s'exécuter sur plein de données à la fois, et donc là on veut vraiment optimiser notre entraînement. Donc là, grâce à ça, simplement en rajoutant ce décorateur, tf.function, on aura donc cet entraînement qui s'exécute en mode graph. Donc là, je vais lancer cet entraînement, je ne vais pas le lancer autant de fois que tout à l'heure, je vais le lancer juste un peu moins de fois. Donc là, comme ça, on voit bien l'erreur diminuer, 0,15, 0,0, voilà, voilà l'erreur qui diminue. Et là, ce qu'on voit, c'est que maintenant, si j'utilise, en fait, là, je vais vous montrer, en fait, l'erreur qu'on obtient, c'est que si ici, je fais un modèle.predict, et bien en fait, là, on va avoir une erreur. L'erreur, c'est unknowgraph. Donc en fait, maintenant qu'on a, parce qu'en fait, on a utilisé qu'on a converti ce modèle en fait sous forme de graphe, si on fait simplement un modèle.predict, en fait ici il a perdu un peu la trace du graphe en question, et donc là en fait on peut simplement utiliser notre modèle sous forme de cette manière là, donc c'est-à-dire pas avec un modèle.predict, mais simplement de cette manière là avec un modèle, enfin en appelant comme ça en fait l'opération sous forme de tensor. Et donc là, si je fais ça, bah, j'ai bien la prédiction qui a été réalisée pour celui-ci. Et là, on voit qu'il est, en l'occurrence, sûr que c'est cette valeur-là, donc la deuxième classe. Parce que ici, j'ai fait plus 1, si j'aurais fait moins 1, ici, et ben, ça aurait été celui-ci qui aurait été avantagé. Enfin, qui aurait été prédit avec une plus haute probabilité.
Donc voilà, donc là j'espère que ça vous aura montré exactement le processus en fait, le processus d'entraînement pour pouvoir faire un entraînement personnalisé. Donc qui est assez simple en fait quand on y regarde, on a simplement généralement à faire une prédiction et à calculer notre erreur en fait en faisant attention à bien pouvoir récupérer ça dans un gradient. Ici on récupère le gradient par rapport à notre erreur. Les variables, automatiquement, on peut toutes les récupérer, les variables entraînantes ici, mais on peut aussi personnaliser de cette manière-là les variables à entraîner dans notre modèle, si on veut aller encore plus loin. Et ici, on optimise tout simplement en utilisant l'optimizer, on modifie les variables avec le gradient qu'on a récupéré, ce qui nous permet de pouvoir diminuer donc notre erreur. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller regarder ce code, le lien donc sera toujours dans la description de cette vidéo si vous voulez réutiliser ce code. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord sur lequel vous pouvez aller poser toutes vos questions dans le channel TensorFlow 2.0 si vous avez des questions, s'il y a des flous sur des petites choses que vous n'avez pas, des petites subtilités que vous n'avez pas forcément compris. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.